Ici Alain Crevier, bonjour, bienvenue à Second Regard. Guy Corneau est un psychanalyste bien connu et il a frôlé la mort. Et vous savez ce qu'il a craint le plus? Ce n'est pas de mourir, c'est de survivre à la maladie. Quel sens donner à sa vie quand on a frôlé la mort? Aujourd'hui, à notre émission Dans les minutes qui viennent, Guy Corneau, vivant. Guy Corneau est né en 1951. Il aurait bien voulu être comédien, il est devenu psychanalyste, et un psychanalyste qui a du succès. Plusieurs de ses livres sont des best-sellers traduits en plusieurs langues. Mais le succès n'est pas un vaccin contre la maladie. Le psychanalyste québécois a frôlé la mort 2 fois plus tôt qu'une. D'abord, une grave colite ulcéreuse, et puis en 2007, un diagnostic terrible, un cancer de grade 4, le plus élevé. On combat un cancer en s'appuyant sur la santé pour la santé. On passe à côté dans le fond. Aujourd'hui, Guy Corneau se porte bien. Et nous, on avait envie de lui demander que faire de sa vie quand on parvient à vaincre la maladie. Guy Corneau, vous dites des choses vraiment des fois là, qui sont, comment je dirais, des choses qui sont étonnantes. Entre autres, avec le cancer, la lutte contre le cancer, tout ça. Vous avez dit quelque part que vous avez eu plus peur de vivre que de mourir. Oui. Il y a quelque chose de troublant là-dedans. Généralement, l'idée qu'on se fait quand on a le cancer, c'est on a peur de mourir, pas de vivre. Et vous êtes arrivé avec l'idée que c'était plus difficile de... Bien, c'est sûr qu'on a peur de mourir, c'est la première chose, mais cette peur de mourir-là qui est tellement forte, elle te renvoie, tu sais, à la question, est-ce qu'il y a une vie avant la mort, tu sais? Parce qu'on est toujours dans la question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais là, tu te dis, est-ce que j'ai suffisamment vécu? Et est-ce que j'ai vécu d'une façon qui honorait mes propres talents, ma propre créativité, mon propre mouvement amoureux, mon mouvement de vie? Puis là, tu es obligé de te poser des sérieuses questions parce que moi, je considérais que, tout un cancer terminal, donc c'est un rendez-vous avec la mort possible. Et tu te dis, bon, y a-tu des rendez-vous que j'ai manqués dans ma vie, en fait? C'était beaucoup, ça tournait beaucoup autour de ça. Puis je me rendais compte qu'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient inhibé un mouvement de vie beaucoup plus spontané. Mais c'est ce qui arrive à la plupart des gens. On se fait une sorte de masque social ou de personnalité qui est protectrice, en fait, mais qui, à la fois, nous protège des autres, mais qui, à la fois, nous emprisonne certains mouvements de vie plus spontanés. Par exemple, si on est avec un jeune enfant, ils n'ont pas ça. Hein, les jeunes enfants ont envie de crier, crient, tu sais, c'est l'excitation, puis ils n'ont pas ce masque social-là qui, à la fois, emprisonne et protège. C'est ça. Alors, ça protège des projections des autres, mais en même temps, ça emprisonne un peu la force de vie. Et je me rendais compte, dans ce bilan-là que je faisais, touché par le cancer, qu'effectivement, il y avait des rendez-vous qui avaient été manqués avec l'amour dans ma vie, avec l'amour au niveau des relations affectives avec les quelques compagnes qui ont traversé ma vie. Puis il y avait des rendez-vous manqués avec la créativité. Bien que j'ai une vie très créatrice, je me disais qu'il y avait une partie de ça qui voulait s'exprimer encore plus subjectivement, plus personnellement, juste pour un contentement personnel, au fond. Je me rendais compte qu'à ce niveau-là, il y avait des rendez-vous qui avaient été négligés. C'est un cas un peu particulier, Guy Corneau, parce que c'est pas la première fois que vous faites face à la mort. Bon, le grade 4 d'un cancer, là, c'est déjà... La deuxième, oui. Ouais, deuxième fois. Donc, vous êtes à votre 3e vie, quelque part. Peut-être qu'on finit par se dire, OK, alors si je la gagne, c'est pour faire quoi? La santé, ouais, c'est génial, je retrouve la santé, mais je fais quoi? Qu'est-ce que... Il y a comme pas une responsabilité, mais quasiment quelque chose face à qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant. Oui, c'est ça. Alors, je trouve que c'est très bien dit, c'est-à-dire que c'était effectivement ça la question, c'est-à-dire que je pense que si on combat un cancer en s'appuyant sur la santé pour la santé, on passe à côté dans le fond. Mais c'est la question qui intéresse nos cellules. On dirait que tout notre processus vivant, c'est la santé, mais pourquoi faire? Pourquoi tu reviendras à la santé? Alors, ça peut juste être pour aimer, ça peut juste être pour créer, ça peut juste être des questions comme ça qui sont en jeu. Ça m'amène à une autre question importante par rapport à cette lutte-là, par rapport à une maladie importante comme le cancer, c'est que ça peut pas être non plus juste un combat. Parce que dans un combat, j'écoute pas mon soi-disant ennemi, dans ce cas-ci, le cancer. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi une écoute, un mouvement d'écoute. Alors, je vais écouter ce qui en moi est malade, au fond, ou ce qui est déséquilibré.
C'est ça qu'il faut que je comprenne avant même de me mettre en mode combat. Il faut qu'il y ait toute une période d'écoute de ce qui se passe en moi et de ce que ce déséquilibre-là vient me dire. Parce que, au fond, bon, j'ai eu la chance d'être malade très, très longtemps et souvent dans ma vie. Et ce que j'ai fini par apprendre à travers ça, et qui m'a permis, je pense, de rebondir à chaque fois, c'était de me dire notre organisme est intelligent. L'univers est intelligent, notre organisme est intelligent, nos cellules sont intelligentes. Et donc, si une cellule déséquilibrée, qu'il y a de la douleur, qu'il y a du malaise, qu'il y a de la désorganisation intérieure, le message est adressé à moi. Il faut que j'ai l'intelligence en retour d'écouter. Mais comment on peut trouver ça? J'ai eu la chance d'être très malade. Mais qui a besoin d'un cancer sur cette planète? Qui a besoin d'une maladie aussi foudroyante, aussi grave? C'est ça, il n'y a rien de joyeux là-dedans. Il n'y a pas moyen d'avoir les messages autrement que de frôler la mort. Tout à fait. Mais ça voudrait dire qu'on mènerait des vies beaucoup plus respectueuses de qui on est, beaucoup plus respectueuses de la vie, même au niveau, pas juste au niveau individuel, là, parce que je crois même pas qu'un cancer, c'est en partie individuel, mais c'est en partie très collectif, c'est une épidémie. Alors, mais ça veut dire que c'est tout un style de vie qui est peut-être très éloigné de la vie ou très divisé de la vie, qu'on a emprunté, des voies qu'on a empruntées en tant qu'être humain, qui appellent une épidémie importante pour permettre un changement. Alors ça, c'est sûr qu'on peut juste se dire ça une fois qu'on est passé à travers ou une fois qu'on est dedans, de dire, bon, est-ce que j'en fais du sens ou je me dis juste c'est insensé. Et moi, je suis un psychanalyste, alors mon pari à moi, c'est que ça a du sens. Et si ça a du sens, lequel? Alors, ça a du sens pour moi maintenant, puis ça a du sens au niveau collectif aussi. Et moi, le sens que je vois dans le cancer, en tout cas, la question que ça m'a posée, c'est où est-ce que je m'étais divisé de la vie, où est-ce que je m'étais divisé de ce qui favorise la vie chez un être humain, au fond. C'est ça pour moi la question. Et où est-ce que collectivement, on s'est divisé de ce qui favorise la vie des êtres humains. Et c'est certain qu'un monde d'hyperstress, de compétition, de comparaison, de jugement, d'évaluation constante et tout, c'est juste pas bon pour les êtres humains. Bonjour. Sont belles vos pommes. La difficulté qu'on a parfois à essayer de saisir ça, c'est-à-dire donner un sens à la maladie, quand on arrive à des choses comme ça, c'est qu'on finit par avoir le sentiment qu'on est responsable. C'est-à-dire, je connais par exemple une amie à moi qui est décédée très jeune. Elle a eu le cancer. Elle s'est battue pendant une année, M. Corneau, pour vaincre son cancer. Pensait l'avoir eu. Deuxième vague, une rechute foudroyante. Elle perd la vie. Est-ce qu'elle doit se sentir mal, responsable? C'est de ma faute si je ne l'ai pas vaincu, Non, moi, c'est une question que je me suis posée souvent parce que à travers les différentes phases de la colite ulcéreuse, peut-être été 20-30 fois malade, 3 semaines dans le fond d'un livre, des choses comme ça. Tu te poses des questions comme ça. Mais j'ai fini par me dire, surtout quand le cancer est arrivé, je me suis dit non. Tu peux pas regarder ça en termes de « je suis coupable de ce qui est arrivé ». Tu peux dire « jusqu'à maintenant, je pouvais pas répondre à ça et maintenant c'est là et là je peux répondre ». C'est-à-dire je vais l'utiliser comme une porte ouverte, comme une opportunité de nouveaux engagements ou de changements importants ou d'engagement par rapport à des changements. Mais moi, cette idée-là d'être coupable de ce qui s'est passé avant, j'achète pas ça parce que la plupart des choses dans nos vies, les gens qui viennent en thérapie, des choses se sont mis en place chez eux, qui les ont précipités dans la crise, mais ces choses-là qui se sont mises en place, ils les ont faites principalement pour survivre. Si un enfant, par exemple, dans un milieu difficile, devient très, très rebelle, puis il devient très dominateur et tout ça, ou le contraire, quelqu'un devient très soumis, bon garçon, bonne fille et un peu paillasson dans sa vie, toutes ces mesures-là sont prises par les enfants pour survivre à des milieux difficiles, là. Et donc, mais le problème, c'est que ces façons d'être-là et de survivre, on les conserve. Ça devient notre personnalité, notre façon d'être au monde. Et cette façon d'être-là finit par nuire au fond plus bouillant, plus créatif de la vie, plus mouvant de la vie. Et c'est à ce moment-là que des grandes épreuves viennent nous bousculer ou nous shaker assez, au fond, permettez l'anglicisme, nous bousculer suffisamment, nous déstructurer suffisamment pour permettre de retoucher ce qui est vivant et ce qui veut vivre. C'est mon interprétation de la chose. On n'est pas obligé d'interpréter les choses comme ça. Des fois, je dis ça, je fais une blague dans mes conférences, je dis c'est une façon fort désagréable de regarder ça. Mais en même temps, elle permet de faire du sens. Et en tant qu'être humain, je pense qu'on est vraiment
Je pense pas qu'on puisse faire l'économie du sens. Les êtres humains sont des créateurs de sens. On a besoin du sens pour avancer, du sens à ce qui arrive dans nos sociétés, les crises qu'on traverse et tout ça. Alors, c'est le pari de la psychologie. Oui, je comprends. D'ailleurs, c'est tout votre univers. C'est mon univers. Guy Corneau soutient que nous, les humains, nous sommes des créateurs de sens. Eh bien, après la pause, on va se demander si la maladie a toujours un sens. À tout de suite. Moi, j'ai vécu, au fond, à travers 30 ans de maladies chroniques, on peut pas dire que c'est une partie plaisir, là, tu sais. Il y avait des phases de ça qui ne le sont pas du tout. Puis il y a beaucoup de phases de ça, par contre, où j'ai dû apprendre à demander de l'aide. Merci, madame. Merci beaucoup. Est-ce que tout le temps, la maladie a un sens? Je suis pas capable de répondre à cette question-là, franchement. Ce que je pourrais répondre, franchement, c'est que c'est toujours payant, à mon sens, d'y chercher un sens. Parce que on y trouve aussi un espoir, on y trouve aussi une nouvelle façon de vivre, on y trouve un nouveau tremplin pour ce qui vient. Sinon, c'est juste blessant et humiliant, puis déshonorant, puis c'est difficile, là. Cruel, parfois. Oui, cruel, c'est ça. On peut pas... Je peux pas dire que passer à travers... Moi, j'ai vécu, au fond, à travers 30 ans de maladies chroniques, on peut pas dire que c'est une partie plaisir, là, tu sais. Il y avait des phases de ça qui ne le sont pas du tout. Puis il y a beaucoup de phases de ça, par contre, où j'ai dû apprendre à demander de l'aide. J'ai dû apprendre à reconnaissant pour l'aide qu'on m'apportait. Ça t'apprend beaucoup l'humilité aussi. Ça t'apprend des choses que, tu sais, quand tout va bien, tu es toujours au-dessus de tes affaires, tu n'apprends pas ces choses-là dans la vie. Ça m'a rendu meilleur être humain. Je pense que la colite ulcéreuse a fait que j'ai été un meilleur psychanalyste parce que je savais ce que c'était être malade. Et cette compréhension-là de la défaite intérieure ou de la fragilité ou de la fatigue, c'est dur à expliquer, mais un des problèmes profonds dans le cancer, c'est la fatigue amenée par les traitements de chimio, par exemple, et tout ça, où ça vient que ta vie est... Elle n'a plus de texture, ta vie. Là. Tu veux juste que ça arrête. Et ça, je comprends ça, ces plages-là où il y a trop de douleur ou trop de malaise et que tu veux même plus savoir ton nom. Tu veux juste arrêter. Je veux que ça arrête. Et s'il faut que ma vie arrête, arrêtez ça aussi. C'est correct aussi. Alors, mais toutes ces expériences-là m'ont aidé, je pense, à mieux comprendre, ou à mieux entendre, à mieux écouter, m'écouter moi-même, puis écouter les autres qui me racontent des choses difficiles. Ça m'a humanisé. Je sais, peut-être que moi, j'avais besoin de ça, je ne le sais pas. Je ne peux pas répondre nettement à cette question-là. Mais ça revient à notre question de tout à l'heure. Est-ce que tout ça est nécessaire? Je pense que non. Je pense qu'on se vivait des vies plus joyeuses et plus légères et où la spontanéité serait plus conservée et aussi la permission d'être ce qu'on est avec plus de... Dans nos beaux côtés aussi, je pense qu'on serait moins malade. C'est ça que je pense. L'épreuve peut améliorer une personne, mais l'épreuve est-elle souhaitable? On pourrait poser la question comme ça. Mais vous dites quelque chose qui... Non, mais en même temps, il n'y a pas de vie où il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas de vie où il n'y a pas de souffrance. C'est ça le problème profond de ça. Alors, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de souffrance... On va courir après, là, quand même. Ah, non, on peut pas. Non, mais on n'a pas besoin. non, mais c'est ça la question. C'est... Puisque c'est là, est-ce que je peux en faire quelque chose où ça sert absolument à rien? C'est-à-dire, je suis dans une vie complètement absurde, parce que ça n'arrête pas d'être des écueils sur des écueils sur des écueils, si on regarde ça, là. Il y a comme deux lignes de vie. On a une ligne de vie où les affaires vont bien, mais une ligne de vie où les affaires vont pas si bien que ça. Donc, c'est toujours intéressant de dire... C'est sûr que les psychanalystes sont un petit peu portés sur le regard de l'ombre, là, de ce qu'il y a dans l'ombre des choses, mais c'est intéressant aussi, parce que ce passage-là, il permet de trouver de la lumière. Ce qu'il y a derrière les côtés très ombrageux ou très défaits, il y a aussi des aspects très lumineux qui ont besoin de vivre et d'être aimés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger dans l'idée, c'est-à-dire quand on parle de la responsabilisation, c'est-à-dire de faire en sorte que la personne ait l'impression que si on y pense beaucoup, on va y arriver. Puis si c'est un échec, c'est parce qu'il n'a pas pensé assez fort. Ce qu'ils doivent se sentir coupables d'avoir connu cet échec-là. C'est un échec, le cancer. Mais enfin, ça nous amène à des réflexions. Il y a deux types de réflexions. Il y a un aspect de cette question-là qui est très philosophique, c'est-à-dire ou même spirituel, qui est de dire c'est quoi la vraie valeur d'une vie humaine, au fond, tu sais?
Puis c'est-tu vrai qu'il y a juste cette vie-là? Puis c'est-tu vrai que c'est si important que ça? On fait-tu juste ouvrir une porte puis changer de théâtre quand on meurt? Ça pose des questions très profondes comme ça, à laquelle on est confronté aux frontières de la mort. Et ça amène la question aussi, comme on parlait tout à l'heure, pour moi, on ne peut pas le voir en termes d'échec. On peut juste le voir en termes de est-ce que cette vie-là a été satisfaisante pour moi et est-ce que j'ai des choses à dire avant de partir? Est-ce que j'ai des choses à faire? Par exemple, pour moi, c'est sûr que comme l'issue était très incertaine, je me suis aussi préparé à mourir dans le sens que j'ai écrit des lettres, j'ai fait des téléphones, j'ai réglé ce qui n'était pas réglé au fond. Mais là-dedans, il y a aussi un allègement du cœur qui lui aussi facilite le retour à la santé. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on devrait pratiquer. Sur le bord de la mort, tu pratiques des choses que peut-être on devrait pratiquer chaque année comme on fait un grand ménage, au fond. C'est ça qu'on apprend à faire. Moi, j'ai trouvé, par exemple, dans ma vie, que le rendez-vous où j'avais pas été, c'était au niveau de l'amour inconditionnel. On veut tous aimer, mais tu sais, on aime souvent, moi en tout cas, j'ai souvent aimé d'une façon qui satisfaisait mes besoins. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui était en jeu. Aimer, c'était pas ça. Aimer, c'était être capable d'aimer avec moins de conditions, ou même sans conditions. Et que le regard de l'autre devienne ton regard, et que tu puisses regarder la vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre, qu'il y avait une forme d'union et de communion beaucoup plus profonde que mes propres peurs de m'engager, que mes propres peurs d'être dévoré par l'autre, ou peu importe. Là. Et donc, je me rendais compte, parce que dans les 2 fois que j'ai été très, très malade et sur le bord de la mort, il y a comme une ouverture du cœur qui se produit. Et je ne l'ai pas vu seulement chez moi, je l'ai vu chez plusieurs personnes. Là. Et cet été, j'ai des amis qui sont très, très malades et qui ont rencontré cet espace-là, que j'ai vu qui me parlaient à partir de là. J'ai dit, wow, c'est incroyable, tu es dans la place qu'on visite très, très peu dans une vie et qui vaut la peine parce qu'elle nous renseigne sur ce qu'on a manqué. Ce qu'on a manqué, c'est manquer d'amour, mais pas seulement de l'amour qu'on a besoin et qu'on reçoit, de l'amour qu'on peut donner aussi sans condition. J'ai regardé, par exemple, votre agenda, c'est pas difficile à aller voir. On ne connaît pas tout, mais sur Internet, on voit où vous vous promenez, puis on voit à quel... Avez-vous vraiment changé quelque chose aussi? Vous avez repris là où vous avez laissé il y a quelques années. Alors, ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est effectivement avoir des périodes d'intensité. C'est ça qui apparaît sur le site. et ce qui apparaît pas, c'est les périodes de repos, en fait. Ouais. Où là, moi, je suis vraiment au ralenti. Et c'est l'intelligence que j'avais pas. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un qui pensait qu'on pouvait toujours puiser... épuisé. Là, je me rends compte vraiment qu'il y a des jours et qu'il y a des nuits. C'est-à-dire, il y a des temps pour s'exprimer, puis il y a des temps pour se reposer et s'inspirer, puis aller voir des nouvelles choses, puis se nourrir autrement. Alors, j'essaie d'être plus respectueux de ça. Je dis bien j'essaie, mais je trouve que j'y arrive pas pire. Mais je suis sûr que tout le monde va vouloir vous poser la question. Comment allez-vous, Guy Corneau, maintenant? Je vais très bien. Tout est au beau fixe. Je suis quand même très suivi par mes médecins depuis 5 ans maintenant. Et... à tous les 2-3 mois. Donc, c'était très grave parce qu'il y avait 3 organes d'atteints. Donc, on vérifie, on est toujours peur des poumons, des choses comme ça. Mais moi, je suis vraiment très, très confiant. Je dis pas que j'ai pas peur que ça revienne. Cependant, je me dis qu'un des éléments centraux, c'est la joie de vivre et qui participe à ma santé. Mais je sais aussi maintenant que pour être allé aux frontières de la mort, pour l'avoir dépassé une fois, être revenu, je sais que le seul véhicule qu'on a, c'est notre joie de vivre. Autant pour vivre que pour ce qui vient après. C'est très gentil d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci beaucoup. Merci de venir me rencontrer. Ça me fait très plaisir de parler de tout ça. C'est un très beau corneau, d'ailleurs, chez vous.